Bonjour. Dans cette partie, je vais parler de la formation de quelques organes et de la formation des membranes extra-embryonnaires. Je commence par la formation de l'intestin primitif. J'explique directement la formation de l'intestin primitif sur les figures suivantes. L'intestin primitif commence à se former par la formation des replis antérieurs, de l'intestin, c'est ici, après 24 heures d'incubation. Le repli antérieur de l'intestin se trouve sous les replis céphaliques. Ici, c'est les replis céphaliques. Voilà. Et ici, c'est les replis antérieurs de l'intestin. Plus tard, il se forme des replis postérieurs pour l'intestin postérieur. Il n'y a pas une figure qui montre les replis postérieurs, alors ça doit être quelque part ici au niveau de la partie postérieure. Les replis postérieurs de l'intestin entraînent la formation de la partie postérieure de l'intestin. La région entre les deux replis, c'est-à-dire entre les replis antérieurs et entre les replis postérieurs de l'intestin, forme l'intestin moyen. Chez la poule, l'intestin primitif est formé que de l'endoderme et il est divisé en trois parties. La partie antérieure, la partie postérieure et la partie moyenne qui se trouve entre la partie postérieure et la partie antérieure. Sous l'intestin moyen, c'est l'intestin moyen. Sous l'intestin moyen, il existe le sac vitellin. Alors, l'intestin moyen reste ouvert ou en communication avec le vitellus à travers le pédoncule ou canal vitellin, ici. Alors, entre l'intestin moyen et le sac vitellin, il existe un canal qui s'appelle pédoncule ou canal vitellin. Et l'ouverture ici, alors, c'est l'intestin moyen, c'est l'intestin antérieur, pardon, intestin postérieur et l'intestin moyen. L'ouverture entre l'intestin antérieur et l'intestin moyen s'appelle porte intestinale antérieure. Et l'ouverture entre l'intestin postérieur et l'intestin moyen s'appelle porte intestinale postérieure. Dans cette partie, je vais parler de la destination finale du mésoderme qui s'appelle aussi le cordomésoderme. Le cordomésoderme est à l'origine des quatre parties de mésoderme: mésoderme axial, corde ou notocorde, somite ou mésoderme paraaxial, mésoderme intermédiaire et mésoderme latéral. Le mésoderme latéral est divisé en deux parties. Mésoderme somatopleure. Alors, c'est le mésoderme somatopleure qui est plus proche vers l'ectoderme qui est en bleu. Et le mésoderme splanchnopleur, ici, splanchnopleur, qui est plus proche vers l'endoderme qui est en jaune. Entre les deux mésodermes latéral, c'est-à-dire entre le mésoderme somatopleure et entre le mésoderme splanchnopleur,
il existe le cellum. Chaque feuillet mésodermique chez la poule sont à l'origine des mêmes organes que chez les amphibiens. Exemple, le mésoderme axial forme la colonne vertébrale de l'adulte. Mésoderme dorsal dans les somites qui apparaissent à partir de la 21 heures d'incubation. Une paire de somites s'ajoute chaque environ 1 heure. Mésoderme intermédiaire, mésoderme latéral. Mésoderme latéral, comme j'ai déjà dit, qu'elle va donner les mêmes organes que chez les amphibiens. Comme j'ai déjà dit, la destination de chaque feuillet embryonnaire est à peu près pareille entre les oiseaux et les grenouilles, mais les oiseaux ont quelques organes particuliers comme les plumes et les glandes sébacées. Les glandes sébacées, c'est les glandes qui sécrètent du sébum ou de l'huile. Ces organes particuliers ont une origine ectodermique. Entre l'air pellucide et l'air opaque, il y a l'apparition des îlots sanguins ou un groupe de vaisseaux sanguins et des cellules sanguines. Dans cette figure à droite, les petits points rouges, ici les petits points rouges sont les îlots sanguins et ici c'est l'air pellucide, ici c'est l'air pellucide, ici c'est les îlots sanguins. Et dans cette figure, l'air opaque n'est pas visible. À 33 heures d'incubation, 13 paires de somites sont visibles. Alors, c'est ça les somites, ici et ici. Comme la montre cette figure, les somites sont les petits cercles ici de part et d'autre de la notocorde. C'est la notocorde. Alors, les somites qui se trouvent de part et d'autre de la notocorde. Alors, à 33 heures d'incubation, il existe la formation des somites. L'embryon commence à se plier et il est entièrement couché sur son côté gauche. Voilà comme la montre cette figure. De la 25 à la 33 heures d'incubation, les feuillets de mésoderme splanchnopleurs seront à l'origine du cœur. Voilà, c'est le cœur qui commence à peu près à partir de 24-25 heures à la 33 heures d'incubation. Les membranes extra-embryonnaires sont les membranes qui entourent l'embryon mais qui ne font pas partie de l'embryon. Il existe 4 membranes extra-embryonnaires, le chorion, l'amnios, le sac vitellin et l'allantoïde. Dans cette figure, on va voir l'ensemble ou l'emplacement de chaque membrane extra-embryonnaire. Je commence par l'amnios. Alors, l'amnios, qui est ici en bleu. Voilà, l'amnios qui est ici en bleu. Appelé également sac amniotique et la membrane contenant du liquide amniotique.
au sein de laquelle l'embryon va se développer. La cavité amniotique joue un rôle protecteur car elle est un amortisseur de choc et empêche l'irritation et la déshydratation de l'embryon. Deuxièmement, la vésicule vitéline ou le sac vitellin qui est en jaune ici, ou le sac vitellin, il entoure les réserves nutritives de l'embryon ou vitellus de l'œuf et lui permet de se nourrir pour apporter la nutrition pour l'embryon au cours du développement par la sécrétion des enzymes qui digèrent le vitellus et jouent un rôle comme la première source. Aussi, le sac vitellin joue un rôle comme la première source des cellules du sang. Le transfert des réserves de vitéline et du sang vers l'embryon est assuré par une veine vitéline, par une veine s'appelle vitéline qui est là. Par contre, le transfert des déchets du sang de l'embryon vers la vésicule vitéline est assuré par une artère qui s'appelle une artère vitéline ici. Alors, le transport du déchet et du sang de l'embryon vers la vésicule vitéline est assuré par une artère qui s'appelle artère vitéline. À part de son rôle nutritif, la vésicule vitéline assure aussi un échange gazeux au stade précoce. La communication entre le sac vitéline et l'intestin moyen, comme j'ai déjà dit, s'appelle pédicule vitellin. Alors, là, le canal qui se trouve entre le sac vitellin et entre l'intestin moyen s'appelle pédicule vitellin. Vers la fin de la période d'incubation, 19e jour d'incubation, le reste de la vésicule vitéline sera inclus à l'intérieur de l'intestin moyen de l'embryon où elle disparaît après 6 jours de l'éclosion de l'œuf. Ici, c'est la partie antérieure de l'embryon et ici, c'est la partie postérieure de l'embryon. L'allantoïde qui est en orange, issu de l'intestin postérieur au 3e jour d'incubation, l'allantoïde rentre en contact direct avec le chorion qui est là en marron, en contact direct avec l'amnios et en contact direct avec le sac vitellin. Alors, il est en contact direct avec les 3 membranes extra-embryonnaires. La communication entre l'allantoïde et l'intestin postérieur est appelée pédoncule allantoïdien. L'allantoïde assure plusieurs fonctions. La fonction la plus importante est le stockage des déchets, comme une vessie. Je parle des autres fonctions dans les diapositives suivantes. Le chorion, qui est en marron ici, le chorion qui est en marron, représente la membrane la plus externe qui englobe toutes les parties extra-embryonnaires. Son rôle essentiel est dans les échanges gazeux de l'embryon avec le milieu extérieur.
L'espace qui se trouve entre le chorion et entre l'amnios est appelé cellum extra-embryonnaire ou exocelle. Alors, je répète, il existe 4 membranes extra-embryonnaires. L'amnios qui entoure directement l'embryon, ici en bleu. L'allantoïde qui sort de l'intestin postérieur, qui est là. Et le sac vitellin qui est en contact direct avec l'intestin moyen. Alors le chorion, c'est la membrane qui entoure les autres membranes, les 3 membranes extra-embryonnaires et qui entourent aussi l'embryon. Dans cette figure, je vais parler de l'origine de chaque membrane extra-embryonnaire. En bleu, c'est l'ectoderme. En jaune, c'est l'endoderme. Et en rouge, c'est le mésoderme qui se trouve entre l'ectoderme et l'endoderme. Le mésoderme somatopleure qui est plus proche vers l'endoderme et le mésoderme splanchnopleur qui est plus proche vers l'endoderme qui est en jaune. Le chorion, alors le chorion ici, le chorion qui entoure tous les membranes plus l'embryon, comme le montre la figure, provient de l'ectoderme qui est en bleu et provient de mésoderme qui est en rouge, mais le mésoderme qui est le plus proche vers l'endoderme. Alors, somatopleure, c'est le mésoderme somatopleure. Le chorion, alors, provient de l'ectoderme plus mésoderme somatopleure. L'amnios, pareil pour l'amnios. L'amnios provient de l'ectoderme plus de mésoderme somatopleure, alors que la vésicule vitelline et l'allantoïde proviennent de l'endoderme plus de mésoderme. Alors, il provient de l'endoderme qui est en jaune, plus de mésoderme qui est le plus proche vers l'endoderme, qui est le mésoderme splanchnopleur. Alors, l'allantoïde et la vésicule vitelline proviennent de l'endoderme plus mésoderme splanchnopleur. Alors, cette figure montre les différentes étapes de la formation de l'amnios. C'est la partie antérieure de l'embryon et c'est la partie postérieure de l'embryon. L'amnios est formé tout d'abord par un repli ectodermique céphalique antérieur, c'est-à-dire par un repli au niveau de la partie antérieure, qui progresse vers la partie postérieure, suivi par la formation d'un repli ectodermique postérieur qui progresse vers la partie antérieure. Alors, tout d'abord, il y a la formation des replis ectodermiques antérieurs qui progressent vers la partie postérieure et ensuite il y a la formation des replis postérieurs qui progressent vers la partie antérieure. Les deux replis se rejoignent pour former la cavité amniotique. Toutes ces diapositives, je l'ai déjà expliquées dans la figure précédente.
Les fonctions de l'allantoïde. Alors, l'allantoïde assure plusieurs fonctions. Respiration ou échange respiratoire d'oxygène et de dioxyde de carbone à travers la coquille poreuse. Stockage de déchets. Les déchets de l'embryon sont excrétés dans l'allantoïde dès que les reins deviennent fonctionnels. Au jour 15 d'incubation, l'acide urique, qui est un déchet, est déposé sous forme de cristaux d'eau insolubles et stocké dans l'œuf jusqu'à l'éclosion. Digestion permet l'absorption d'eau et permet l'hydrolyse des acides aminés de l'albumine ou le blanc de l'œuf. Minéralisation squelettique embryonnaire. Il permet la mobilisation d'une partie de calcium de la coquille qui entoure l'œuf, nécessaire à la construction du squelette embryonnaire. Alors, c'est ça les différentes fonctions de l'allantoïde. Le devenir des annexes. L'albumine a été totalement utilisée au cours de l'incubation, contrairement au vitellus, que 25% de la masse initiale de vitellus se rétracte dans la cavité abdominale, spécifiquement dans l'intestin moyen. Cet aliment sera utilisé par le poussin dans les 2 premiers jours qui suivent l'éclosion. Au moment de l'éclosion, le chorion, l'amnios et l'allantoïde sont éliminés en même temps que la coquille et les membranes coquillaires. Alors, on ne parle pas ici de la vésicule vitelline, car au moment de l'éclosion, la vésicule vitelline est déjà incorporée dans l'intestin moyen de l'embryon, comme j'ai déjà dit.